Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir en ce jour symbolique du 8 mars pour un marathon des paroles de femmes. À travers une quarantaine de textes représentatifs du mouvement pour l'égalité entre les femmes et les hommes, nous allons parcourir ensemble ce que nous pourrions appeler le grand livre du féminisme. Il nous a été transmis à travers de nombreuses générations par toutes celles qui, grâce à leur engagement et à leur talent, ont contribué aux conquêtes féminines. Le chemin est long, d'Olympe de Gouges, pionnière de la lutte pour le droit des femmes en 1791, au féminisme radical, illustré par Virginie Despentes ces dernières années, en passant par Simone de Beauvoir et sa réflexion plus globale en 1949 sur la place des femmes dans la société. Mais des hommes aussi, à l'instar de Pierre Bourdieu, ont concouru à déconstruire la domination masculine, persuadés que l'égalité entre les hommes et les femmes était bénéfique pour tous. À celles et ceux qui ont fait et font encore avancer les droits des femmes, nous rendons hommage aujourd'hui à travers une diversité de voix qui, en lisant les textes, forment une chaîne solidaire avec ce combat qui est loin d'être fini. Le dernier texte de ce marathon représente la dernière étape d'un processus qui doit se poursuivre. Il est extrait du discours poignant prononcé par Agnès Jaoui aux Assises pour l'égalité, la parité et la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel, qui furent organisées en novembre dernier par le comité 50-50. C'est grâce à son action que, dans quelques jours, la 46e cérémonie des Césars du cinéma décernera les prix d'une académie qui, pour la première fois depuis 1979, aura une composition entièrement à parité. Je vous souhaite de belles lectures. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent à être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaltérables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. Léla, George Sand. Les femmes d'aujourd'hui doivent à George Sand, comme à Colette, une bonne partie des acquis qu'elles continuent à défendre. À deux époques différentes, ces romancières hors du commun ont su passer outre les contraintes de leur temps et conquérir leur liberté. Liberté de créer, mais également liberté de vivre, sans contrainte et sans tabou. En cela aussi, George Sand et Colette furent des pionnières. Sand, elle, ne fut mariée qu'une fois, mais multiplia les liaisons, souvent avec des hommes célèbres, qui défrayèrent la chronique. Alfred de Musset, son gamin d'Alfred, Frédéric Chopin, son pauvre cher enfant, ou encore Prosper Mérimée, ce diable de l'amour. Colette et George Sand eurent l'audace inouïe, chacune en son temps, de revendiquer le plaisir féminin et d'en faire un thème romanesque.
infidèle en imagination. Non seulement à l'homme que j'aimais, mais chaque lendemain me vit infidèle à celui que j'avais aimé la veille. Bientôt un seul amour de ce genre ne suffisant point à remplir mon âme toujours avide et jamais rassasiée, j'embrassai plusieurs fantômes à la fois. J'aimais, dans le même jour et dans la même heure, le musicien enthousiaste qui faisait vibrer toutes mes fibres nerveuses sous son archet et le philosophe rêveur qui m'associait à ses méditations. J'aimais à la fois le comédien qui faisait couler mes larmes et le poète qui avait dicté au comédien les mots qui arrivaient à mon cœur. J'aimais même le peintre et le sculpteur dont je voyais les œuvres et dont je n'avais pas vu les traits. Je m'enamourais d'un son d'une voix, d'une chevelure, d'un vêtement, et puis d'un portrait seulement, du portrait d'un homme mort depuis plusieurs siècles. Combien de femmes ont connu cette retraite en soi, ce repliement patient qui succède aux larmes révoltées? Je leur rends cette justice en me flattant moi-même. Il n'y a guère que dans la douleur qu'une femme soit capable de dépasser la médiocrité. Sa résistance y est infinie. On peut user et abuser sans craindre qu'elle ne meure, moyennant que quelque puérile lâcheté physique ou quelque religieux espoir la détourne du suicide simplificateur. Elle meurt de chagrin. Elle est morte de chagrin. Hocher en entendant ces clichés, une tête sceptique plus qu'apitoyée. Une femme ne peut guère mourir de chagrin. C'est une bête si solide, si dure à tuer. Dans la souffrance et la dissimulation, elle s'exerce et s'assouplit, comme à une gymnastique quotidienne pleine de risques. Car elle frôle constamment la tentation la plus poignante, la plus suave, la plus parée de tous les attraits, celle de se venger. Il arrive que trop faible ou trop aimante, elle tue. Elle pourra offrir à l'étonnement du monde entier l'exemple de cette déconcertante résistance féminine. Elle lassera chez juges, les surmènera au cours des interminables audiences, les abandonnera recrues comme une bête rouée promène des chiens novices. Soyez sûrs qu'une longue patience, que des chagrins jalousement cachés ont formé, affiné, durci cette femme dont on s'écrie « Elle est en acier, elle est en femme ». Simplement. Et cela suffit. Enlevez toute protection aux femmes, exposez-les aux mêmes efforts, aux mêmes activités que les hommes. Faites-en des soldats, des marins et des mécaniciennes et des docteurs, et les femmes ne mourront-elles pas si vite et si jeunes qu'on dira « j'ai vu une femme aujourd'hui », comme on disait autrefois « j'ai vu un avion ». Tout pourra arriver quand être une femme ne voudra plus dire exercer une fonction protégée. Pensais-je, ouvrant ma porte. Les difficultés matérielles auxquelles les femmes se heurtaient étaient terribles, mais bien pire étaient pour elles les difficultés immatérielles. L'indifférence du monde que Keats et Flaubert et d'autres hommes de génie ont trouvé dur à supporter était lorsqu'il s'agissait des femmes non pas de l'indifférence, mais de l'hostilité. Le monde ne leur disait pas ce qu'il disait aux hommes. « Écrivez si vous voulez, je m'en moque. » Le monde leur disait, avec un éclat de rire, « Écrire. Pourquoi écrirez-vous »
On ne naît pas femme, on le devient. L'humanité est mâle, et l'homme définit la femme non en soi, mais relativement à lui. Elle n'est pas considérée comme un être autonome. C'est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui l'a séparée du mâle. C'est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète. L'action des femmes n'a jamais été qu'une agitation symbolique. Elles n'ont gagné que ce que les hommes ont bien voulu leur concéder. Elles n'ont rien pris, elles ont reçu. C'est qu'elles n'ont pas les moyens concrets de se rassembler en une unité qui se poserait en s'opposant. Elles n'ont pas de passé, d'histoire, de religion qui leur soit propre, et elles n'ont pas comme les prolétaires une solidarité de travail et d'intérêt. Elles vivent dispersées parmi les hommes, rattachées par l'habitat, le travail, les intérêts économiques, la condition sociale à certains hommes, pères ou maris, plus étroitement qu'aux autres femmes. Jusqu'ici, les possibilités de la femme ont été étouffées et perdues pour l'humanité, et il est grand temps, dans son intérêt et dans celui de tous, qu'on lui laisse enfin courir toutes ses chances. La femme libre est seulement en train de naître. Après Alice Guy et Germaine Dulac, et avant Agnès Varda, Jacqueline Audry est la seule femme réalisatrice de longs métrages de fiction dans la France de l'après-guerre. Elle est la première réalisatrice à participer au jury du Festival de Cannes en 1963. Son film « Olivia », écrit avec sa sœur et qui fit scandale à sa sortie en 1951, décrit l'ambiguïté et l'attirance sexuelle dans une école privée pour jeunes filles. Dans le dossier de presse accompagnant la sortie de ce film, on pouvait lire la mini-biographie de sa réalisatrice. Jacqueline Audry, qui manifeste une activité débordante, est toujours vêtue d'un pantalon de velours et d'une veste de daim. Mais elle choisit ses robes chez un grand couturier parisien. Sur les plateaux, elle ne jure jamais et ne fait jamais recommencer une scène, car son slogan favori est « 10 mois de préparation, 2 mois de travail ». Ainsi était présentée en France, au milieu du XXe siècle, une cinéaste qui faisait un métier pour lequel des femmes, il n'y avait pratiquement pas. La Cinémathèque portugaise, dans le cadre de la prochaine Festa do Cinema Francês, vous fera découvrir, en collaboration avec l'Institut français du Portugal, l'œuvre de cette réalisatrice effacée de nos mémoires. Idéalement, on devrait dire et redire aux enfants, pendant toute leur scolarité, quelque chose de ce genre. Vous êtes en train de subir un endoctrinement. Nous n'avons pas encore su mettre au point un système éducatif qui ne soit pas aussi un système d'endoctrinement. Nous sommes navrés, mais c'est tout ce que nous savons faire. Ce que vous apprenez ici constitue un amalgame de préjugés actuels et représente les choix de cette culture spécifique. Il suffit de jeter un coup d'œil à l'histoire pour constater comme ces choix doivent être éphémères. À force de ne jamais agir à sa façon, on se sent dépassé par ce monde et on accepte passivement le statu quo. Maman aime ses enfants. Elle se met quelquefois en colère, mais la crise passe vite et n'exclut jamais ni l'amour ni l'acceptation profonde. Papa, lui, est un débile affectif et il n'aime pas ses enfants. Il les approuve, s'ils sont sages, gentils, respectueux, obéissants, soumis, silencieux et non sujets à des sautes d'humeur qui pourraient bouleverser le système nerveux mâle et fragile de papa. En d'autres termes, s'ils vivent à l'état végétal. S'ils ne sont pas sages, père ne se fâche pas. Quand il est un père moderne et civilisé, la brute moralisatrice et gesticulante d'autrefois est bien préférable car suffisamment ridicule pour se déconsidérer d'elle-même. Non,
il se contente de désapprouver, attitude qui, contrairement à la colère, persiste et exprime un rejet fondamental. Le résultat pour l'enfant, qui se sent dévalorisé et recherchera toute sa vie l'approbation des autres, c'est la peur de penser par lui-même, puisqu'une telle faculté conduit à des opinions et des modes de vie non conventionnels qui seront désapprouvés. L'impuissance de la pensée féminine à éclore dans un espace véritablement neuf n'est que l'effet de sa modestie ou aliénation fondamentale, séparée par laquelle elle acquiesce à la trajectoire toute particulière de la pensée virile, comme si cette pensée était en effet ce qu'elle prétend être, universelle, neutre, bref, asexuée. Asexuée. Ce qui opprime la femme, ce n'est pas tant directement la force de l'homme que sa propre vertu, qui est toujours donnée comme sa plus haute valeur, le dévouement. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader les femmes. Nous pensons ainsi répondre aux désirs conscients ou inconscients de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat, la honte et l'angoisse des poursuites, contraintes de cacher leur état. Trop souvent, elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. L'histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé un moment les Français apparaissent avec le recul du temps comme une étape nécessaire à la formation d'un nouveau consensus social qui s'inscrit dans la tradition de tolérance et de mesure de notre pays. Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l'avenir. Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu'elles diffèrent de nous. Nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celle dont nous l'avons été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifice,
comme les autres. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême. L'autre jour, j'ai assisté à une conversation sur ce qui était dit était très simple. C'est qu'une femme commence maintenant à pouvoir voyager seule dans une paix relative, dans les trains, dans les hôtels, dans les rues. On parlait de l'Italie. Tout le monde a passé des vacances infernales en Italie, seul, n'est-ce pas? Bon, il y avait quelques femmes et un homme. Nous parlions de cela et l'homme a enchaîné. Sur quoi? Sur le donjuanisme. Nous parlions des femmes qui avions suivi cela et qui ne le subissons plus, qui ne voulions plus le subir. Il s'est trompé de sujet. Il pensait qu'on parlait du donjuanisme. Vous voyez, des gens qui sont pour la libération de la femme, des gauchistes, anarchistes, enfin, qui vous disent « j'aime les femmes, j'adore les femmes ». Et je dis « et les bagnoles ?» Ce qu'il y a de certain, c'est que chaque fois que je rejoue un rôle, j'ai l'impression qu'il faut que je me rapetisse un petit peu. J'ai l'impression qu'il faudrait maintenant écrire, pour les femmes, des rôles que l'on a toujours écrits pour les hommes, c'est-à-dire des rôles équivalents de Hamlet, de Macbeth, des personnages où les femmes pensent, où les femmes agissent, et qui donnent envie de participer aux choses et d'avoir des vies aventureuses. Même la simple fonction de secrétaire ne faut pas obtenir son peine. Alexandre dit ma père, qui avait été secrétaire, ce qui ennoble la fonction, recrut lui aussi l'éternel argument qui ferait sourire aujourd'hui bien des chefs de bureau. La femme perdra toute féminité en montant les pieds dans un bureau. Fernham et Lundberg, psychologues très écoutés aux USA, confirmèrent la nouvelle. Plus les femmes sont cultivées, plus elles risquent de connaître des troubles sexuels. En revanche, toutes les félicités sont promises à la femme féminine, qui n'est ni intellectuelle ni sportive, et surtout au mari de cette femme-là. Ce sont des idéales collaboratrices pour les hommes et qui trouvent en ce rôle leur plus grand bonheur. Même si elles sont richement douées, elles sont toujours prêtes à abandonner leur propre réalisation sans éprouver le sentiment de sacrifice quelconque, car la passivité est l'attribut majeur de la féminité. Je reste persuadée de l'inévitable et nécessaire complémentarité de l'homme et de la femme. L'amour, si imparfait soit-il dans son contenu et son expression, demeure le joint naturel entre ces deux êtres. S'aimer, si chaque partenaire pouvait tendre sincèrement vers l'autre, s'il assumait ses réussites et ses échecs, s'il exauçait ses qualités au lieu de dénombrer ses défauts, s'il exprimait les mauvais penchants sans s'y appesantir, s'il franchissait les repères les plus secrets pour prévenir les défaillances et soutenir en pensant les maux dus. C'est de l'harmonie du couple que naît la réussite familiale, comme l'accord de multiples instruments crée la symphonie agréable. En 1980, Marguerite Yourcenar est la première femme élue à l'Académie française. Mais Yourcenar n'est ni militante ni féministe. En tout cas, pas d'un féminisme convenu. Elle en a horreur l'entre-soi. À son époque,
elle avoue ne pas comprendre l'utilité des restaurants, des clubs ou des boîtes de nuit uniquement ouverts aux femmes. Cadenasser ce genre de lieu participe d'un processus de ghettoisation dont elle ne voit pas l'intérêt. Par extension, Yourcenar médit du féminisme qui pense la femme en opposition à l'homme. Son idéal féministe est fait de collaboration, de compréhension et de sympathie. C'est celui d'une fraternité universelle qui s'affranchit des logiques de groupe. Parler de race et de classe ne servait pas les intérêts des féministes blanches des classes moyennes et supérieures. C'est pourquoi une grande partie de la littérature féministe, bien qu'elle offre des informations importantes concernant les expériences des femmes, est à la fois raciste et sexiste de par son contenu. Je ne dis pas cela pour les condamner ou les délégitimer. Chaque fois que je lis un livre féministe qui est à la fois raciste et sexiste, je ressens de la tristesse et une douleur à l'âme. Car voir réapparaître sans fin, dans le mouvement même qui a prétendu libérer les femmes, de nouveaux pièges qui nous maintiennent encore et encore dans les vieilles oppressions, c'est être témoin, une fois de plus, de l'échec d'un mouvement potentiellement radical et transformateur dans notre société. Il serait abusif de considérer cette institutionnalisation du viol comme l'expression du refoulement sexuel du maître, hanté par le spectre de la féminité blanche. Cette explication est beaucoup trop simpliste. Le viol était une arme de domination, une arme de répression, dont le but secret était d'étouffer le désir de révolte des femmes et de démoraliser leurs maris. Dès les premiers temps de l'esclavage, les femmes noires ont avorté seules. De nombreuses femmes esclaves refusaient de faire naître des enfants dans un monde de travaux forcés qui n'avait pas de fin, synonyme pour les femmes de chaînes, de fouets et de viols quotidiens. De mille manières subtiles, la culture décourage la petite fille du plaisir de la maîtrise et récompense sa dépendance. Lorsqu'elle regarde le monde des adultes, elle voit tout le temps que le monde de la maîtrise et la récompense de l'effort appartiennent aux hommes. Mais la culture patriarcale lui fait une promesse séduisante. On s'occupera de toi. Tu peux profiter de cette passivité lascive, de cette dépendance sensuelle, et quant à ta terreur d'être faible, à ta peur de glisser en arrière, d'être avalé par la terre, pourquoi t'en faire? Tu deviendras toi-même la terre, une meilleure terre, une terre plus fertile. Bien que les hommes jouent à être les maîtres, ce sera toi qui les soutiendras. Dans la culture patriarcale, la fille n'a pas à se différencier complètement. Elle n'a jamais à apprendre à voir sa mère, non comme la terre, mais comme une autre. Jadis, le couple constituait l'unité de base de la société, formée de deux moitiés qui chacune avait à cœur de jouer sa partition et représentait une unité transcendante à chacune des parties. Socialement et même psychologiquement, il était entendu que l'un n'était incomplet sans l'autre. Le célibataire, méprisé ou plein, était perçu comme un être inachevé. L'usage d'un seul nom patrimonique pour deux reflète encore cette conception globalisante du couple qui gomme les individualités. Opération mentale et sociale plus compliquée à effectuer lorsque chacun conserve son propre nom et son indépendance. La tendance actuelle n'est plus à la notion transcendante du couple, mais à l'union de deux personnes qui se considèrent moins comme les moitiés
d'une belle unité que comme deux ensembles autonomes. Mais quel est le sens de la réalité de genre qui fonde notre perception de cette façon? Peut-être pensons-nous savoir quelle est l'anatomie de la personne, ou alors nous tirons savoir des vêtements portés par la personne, ou bien de la manière qu'elle a de les porter. Il s'agit d'un savoir naturalisé, même s'il est fondé sur une série d'inférences culturelles dont certaines sont tout à fait erronées. En effet, si nous prenons un autre exemple que le drag, disons la transsexualité, nous voyons bien que dans ce cas, il est impossible de se faire la moindre idée sur l'anatomie stable à partir des vêtements qui couvrent et assemblent le corps. Au moment où nos perceptions culturelles ancrées au quotidien échouent, lorsqu'on n'arrive pas à lire avec certitude le corps que l'on voit, c'est précisément le moment où l'on n'est plus sûr de savoir si le corps perçu est celui d'un homme ou d'une femme. L'expérience que nous faisons du dit corps consiste précisément à hésiter entre ces catégories. Lorsque de telles catégories sont mises en question, la réalité du genre entre aussi en crise. On ne sait plus comment distinguer le réel de l'irréel. Et c'est à cette occasion que l'on comprend que ce que nous tenons pour réel, ce que nous invoquons comme du savoir naturalisé sur le genre, est, en fait, une réalité que peut être changée et transformée. Le féminisme permet une conquête des femmes sur elles-mêmes, sur l'incertitude initiale de leur propre identité. Enfermée dans son rôle féminin, la femme ne mesure pas à quel point son oppresseur est lui-même prisonnier de son rôle viril. En se libérant, elle aide à la libération de l'homme. En participant à égalité à l'histoire, elle la fait autre. Éradication du rapport de domination d'un sexe par l'autre, déplacement réciproque des rôles. Il est un langage que tiennent les hommes que les femmes ne devraient jamais laisser passer. Les mots ne sont pas innocents. Ils traduisent exactement une idéologie, une mentalité, un état d'esprit. Laisser passer un mot, c'est le tolérer. Et de la tolérance à la complicité, il n'y a qu'un pas. J'écris pour les femmes humiliées, torturées, et comme les paroles douces sont restées jusqu'ici sans effet, j'ai choisi le parti de la mauvaise langue. Le doute et la peur sont les pires ennemis des femmes. Le doute enchaîne leurs pieds et la peur envahit leur cerveau. Femmes, libérez-vous des morsures de la peur pour vous tenir debout, droites et fières. Non comme des lianes agrippées et dépendantes, mais comme de grands arbres aux racines solides. Une femme seule peut grandir, se déployer et faire croître toute une forêt. Femmes, libérez-vous des morsures de la peur pour vous tenir debout, droites et fières. Non comme des lianes agrippées et dépendantes, mais comme de grands arbres aux racines solides. Une femme seule peut grandir, se déployer et faire croître toute une forêt. La femme est un être lié, et Hubertine Auclair elle-même était presque prête à le reconnaître. Elle qui accordait qu'à la rigueur, la femme pourrait être privée du droit de vote, tant qu'elle serait enchaînée, à la manière de l'homme, sous les drapeaux, par le mariage. La France exclut si longtemps la femme des isoloirs. C'est donc en raison de l'aversion pour les intérêts particuliers, héritage jacobin,
et de la difficulté à la considérer comme un individu indépendant. Ainsi les femmes sont-elles plus radicalement et plus durablement exclues dans le pays de l'individualisme abstrait, qui répugne à concevoir la liberté comme le fruit d'une quelconque appartenance. C'est donc le radicalisme des conceptions françaises, et non leur timidité, qui explique le retard pris en matière de suffrage féminin. La gestation comme génération, geste, gestion et expérience antérieure, expérience de l'intime, mais aussi générosité, génie de l'espèce, acceptation du corps étranger, hospitalité charnelle, ouverture, volonté de greffe régénératrice. La gestation intégratrice, aconflictuelle, post-ambivalente des différences, modèle d'anthropoculture, matrice de l'universalité du genre humain, principe et origine de l'éthique. La gestation, conception charnelle et spirituelle de l'autre, toujours déjà sujet plutôt que genèse, cette fable autiste que les hommes et les religions du livre lui ont substituée. Viol ou voile, voile ou string, les femmes sont otages entre l'enclume d'une tradition esclavagiste et le marteau d'une modernité porno-marchande. Cette prise de conscience du plaisir à parler d'égal à égal entre les sexes est, pour les hommes aussi, du renversement du modèle archaïque dominant. Mais il faut avoir constamment présente à l'esprit la difficulté de l'entreprise, ne serait-ce que parce qu'elle demande à une moitié de l'humanité de se défaire de privilèges millénaires pour accéder à des bonheurs dans l'égalité dont nul ne lui a jamais fait envisager la simple possibilité. La culture et l'éducation semblent donc jouer un rôle important. On remarquera que, dans nos sociétés occidentales, les petits garçons sont initiés très tôt à la pratique de jeux collectifs de plein air, comme le football, particulièrement favorable pour apprendre à se repérer dans l'espace et à s'y déplacer. Ce type d'apprentissage précoce facilite la formation de circuits de neurones spécialisés dans l'orientation spatiale. En revanche, cette capacité est sans doute moins sollicitée chez les petites filles qui restent davantage à la maison, situation plus propice à utiliser le langage pour communiquer. Au cours d'un procès en sorcellerie en 1593, le magistrat instructeur, un homme marié, découvrit pour la première fois l'existence du clitoris. Il l'identifia comme étant un mamelon du diable, preuve irréfutable de la culpabilité de la sorcière. C'était une petite excroissance de chair pointant à la manière d'un mamelon et longue d'un demi-pouce. Et le dit magistrat, l'ayant aperçu au premier coup d'œil, quoique sans regarder de plus près cependant, car jouxtant l'endroit si ténébreux que point n'est décent d'y porter le regard. Mais ne voulant pas finalement garder par devers soi découverte si étrange, la montra à divers assistants, lesquels assistants déclarèrent n'avoir jamais vu chose semblable. Et la femme fut condamnée comme sorcière. À ceux qui objecteraient que nombre de femmes ont rompu aujourd'hui avec les normes et les formes traditionnelles de la retenue et qui verraient dans la place qu'elles font à l'exhibition contrôlée du corps un indice de libération, il suffit d'indiquer que cet usage du corps propre reste très évidemment subordonné au point de vue masculin. Le corps féminin, à la fois offert et refusé, manifeste la disponibilité symbolique qui, comme nombre de travaux féministes l'ont montré, convient à la femme, combinaison d'un pouvoir d'attraction et de séduction connu et reconnu de tous, hommes ou femmes, et propre à faire honneur aux hommes dont elle dépend ou auxquels elle est liée, et d'un devoir de refus sélectif qui ajoute à l'effet de consommation ostentatoire le prix de l'exclusivité.
Il se peut qu'un tel récit provoque de l'irritation ou de la répulsion, soit taxé de mauvais goût. D'avoir vécu une chose, quelle qu'elle soit, donne le droit imprescriptible de l'écrire. Il n'y a pas de vérité inférieure. Et si je ne vais pas au bout de la relation de cette expérience, je contribue à obscurcir la réalité des femmes. Et je me range du côté de la domination masculine du monde. Je ne savais pas si j'avais été au bout de l'horreur ou de la beauté. J'éprouvais de la fierté, sans doute la même que les navigateurs solitaires, les drogués et les voleurs, celle d'être allé jusqu'où les autres n'envisageront jamais d'aller. C'est sans doute quelque chose de cette fierté qui m'a fait écrire ce récit. Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme. Cette femme blanche, heureuse, qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose. De toute façon, je ne l'ai jamais croisée. Nulle part. Je crois bien qu'elle n'existe pas. La société entretient avec la femme des rapports sado-maso. En cherchant à briser son corps et son esprit par son corps, la société lui impose un corset invisible. Apparemment libre, la femme, en vérité, ne peut plus ni marcher, ni respirer, ni manger, ni vieillir, ni finalement vivre. Anorexique, boulimique, dysmorphobique, elle s'étiole, abîme sa santé, sa joie de vivre. Et dans des cas extrêmes, meurt de cette quête impossible. La femme doit comprendre que ce n'est pas elle qui est en cause, ce n'est pas d'elle qu'elle doit douter, c'est de la société actuelle. Pour libérer la femme du corset invisible, c'est la société qu'il faut changer. Alors que l'immense majorité des femmes deviennent encore mères, notre culture ne leur propose aucune image dans laquelle se reflétait-elle. Elles le sont au contraire de faire comme si cette éventualité n'était qu'un détail, un petit accident de parcours vite irrésorbable. La grossesse n'est plus du tout un état intéressant, et ses conséquences les sont encore moins. Logiquement, les femmes n'ont de cesse que d'effacer de leur corps toute trace de ce chambouillement, de retrouver leur ligne, leur beauté et leur indépendance. D'où culpabilisation massive des jeunes mères contemporaines, car malgré la péridurale, le lait en poudre et leur responsabilité dans le monde du travail, la plupart d'entre elles continuent de se sentir tour à tour bouleversées, effrayées, déprimées, exaltées, ahuries, bref, concernées en profondeur par cette affaire-là, et elles n'ont aucune place où se mirer. Dans la peinture, la sculpture,
la photographie contemporaine, dans le défilé de mode, le magazine, sur Internet, zéro suggestion que la beauté d'une femme puisse être parfois liée à sa fécondité. Apprends-lui qu'aimer ce n'est pas seulement donner, c'est aussi recevoir. Ce point est important car nous transmettons des injonctions subtiles aux filles. Nous leur enseignons qu'une part importante de leur capacité à aimer réside dans leur faculté d'abnégation. Nous n'enseignons pas cela aux garçons. Apprends-lui que pour aimer, elle devra donner d'elle-même sur le plan émotionnel, mais qu'elle devra aussi attendre qu'on se donne à elle. Désolée de vous l'annoncer ainsi, à vous les mères, mais si vos fils deviennent des harceleurs, des violeurs, des violents, des pourris, des mauvais maris, des machos, ce n'est pas uniquement de la faute de la société et de la culture. Vous en êtes également responsable. Au lieu de répéter à votre fille qu'elle est une proie, cessez de dire à votre fils qu'il est un chasseur. Au lieu d'apprendre à votre fille à se taire, essayez d'apprendre à votre fils à écouter. Au lieu d'interdire à votre fille de porter une jupe, essayez de faire comprendre à votre fils qu'une jupe n'est pas une invitation au sexe. Au lieu de forcer votre fille à se couvrir, essayez d'expliquer à votre fils qu'une femme est autre chose qu'un corps. Les femmes ont une autre opinion. Elles peuvent aspirer à être sages et pas simplement gentilles, à être compétentes et pas simplement utiles, à être fortes et pas simplement gracieuses, à avoir de l'ambition pour elles-mêmes et pas simplement pour elles-mêmes en relation avec des hommes et des enfants. Elles peuvent se laisser vieillir naturellement et sans honte, protestant ainsi activement, en leur désobéissant, contre les conventions nées du deux poids deux mesures de la société par rapport à l'âge. Au lieu d'être des filles aussi longtemps que possible, qui ne viennent ensuite des femmes d'âge moyen humiliées, puis de vieilles femmes obscènes, elles peuvent devenir des femmes beaucoup plus tôt et rester des adultes actives en jouissant de leur longue carrière érotique dont elles sont capables bien plus longtemps. Les femmes devraient permettre à leur visage de raconter la vie qu'elles ont vécue. Les femmes devraient dire la vérité. La personne trans est représentée comme une sorte d'exilée qui aurait laissé derrière elle le genre qui lui fut assigné à la naissance, comme on abandonnerait sa nation, et qui chercherait désormais la reconnaissance en tant que citoyen potentiel d'un autre genre. En termes politico-légaux, le statut de la personne trans est compatible à celui du migrant, de l'exilé et du réfugié. Ils se retrouvent tous dans un processus temporaire de suspension de leurs conditions politiques. Dans le cas des personnes trans comme dans celui des corps migrants, ce qui se demande est un refuge biopolitique, être sujet d'un système d'assemblage sémiotique qui donne sens à la vie.
Parfois, élever la voix était juste une question de survie. Au début, cela s'est fait sans forcément que cela soit médiatisé, dans la sphère intime, de manière presque secrète. Cela a été rendu possible par les différentes rencontres que j'ai faites, qui m'ont donné du courage. Elles m'ont permis de ne pas me sentir seule, même si on n'était que 2 ou 3 face à la foule. La justice évoque pour moi une belle ambition. Un combat populaire, un côté très vivant de notre pays, du monde, qui se bat pour que tout le monde ait les mêmes droits, que les gens soient reconnus comme des humains, peu importe comme ils apparaissent. Quand on est déjà dehors, on reste debout et on continue de gueuler. Il y a un vrai dynamisme dans la société française aujourd'hui malgré tout, et j'ai envie de faire partie de ce peuple-là en fait. Vers 5 ans, je me suis fait abuser par un inconnu dans la cage d'escalier de mon immeuble. Vers 11 ans, je me suis fait abuser par mon oncle. Vers 30 ans, quand j'allais à l'étranger, j'étais fière de clamer qu'en France, nous étions 20% de femmes réalisatrices, bien plus que dans n'importe quel autre pays du monde. Vers 34 ans, je me suis rendu compte que 80% des films étaient réalisés par des hommes, et je me suis demandé pourquoi j'avais été si fière d'un pourcentage aussi nul. Vers 35 ans, j'ai cherché une actrice jeune, en surpoids, pour un film, et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de candidates. Comme si elle s'était auto-censurée, interdite d'elle-même de pousser la porte d'un cours de théâtre. Vers 45 ans, je me suis rendu compte qu'il existait beaucoup plus d'écrivaines, de compositrices, de réalisatrices, de peintresses que je ne le croyais, mais qu'elles avaient été mystérieusement effacées de notre patrimoine. J'ai 56 ans et je ne me réjouis pas de ces chiffres. Je crois à l'influence immense des images, et d'autant plus quand nous n'en avons pas forcément conscience. Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.